Parole en premier à Madame Céline Fouquet, qui doit partir très très rapidement, qui a fait une étude sur les arbres du lys et qui va nous expliquer pourquoi ils sont menacés et pourquoi la façon dont on les traite aujourd'hui n'est pas forcément la bonne. Ça ne veut pas dire qu'on connaisse exactement ce que c'est la bonne d'ailleurs. Et puis ensuite, j'irai chercher M. Lucas Panuto du Centre permanent d'initiative pour l'environnement des Pays de l'Oise, qui actuellement a un atelier dans le... Ah donc qui est là, alors qui n'est pas à son atelier, qui est là avec son atelier. Voilà Lucas. Bon. Donc je cède là. Alors, ce qu'on va faire, comme vous êtes très pressés, je présenterai éventuellement les autres intervenants ensuite, puisque de toute façon, après vous deux, ce sera moi, je ne me présenterai pas. Bonjour à tous, je voudrais vous remercier d'être présents et puis remercier aussi toute l'équipe du Festival de l'Arbre et de la Morlaix de m'avoir invité. Donc je suis Céline Fouquet, auteure du rapport sur la mort prématurée des arbres dans le domaine du lys Chantilly, donc domaine local. Un petit peu d'histoire. Déjà, il faut savoir que tout d'abord, le domaine était une forêt de chênes, de tilleuls et d'ormes. Puis ce sont devenus des terres cultivées, puis ce sont devenus des marais. Enfin, vers 1710-1720, on replante les marais et on se retrouve avec une forêt d'arbres, mais c'était des arbres à fort besoin hydrique, puisqu'on avait besoin d'assécher ces marais. La construction des routes et des réseaux enterrés, qui étaient nécessaires à l'urbanisation de ce domaine, a occasionné forcément la section de racines importantes et augmenter l'imperméabilité des sols, au niveau du revêtement des sols des routes. Cela a pu provoquer chez certains sujets un stress hydrique, c'est-à-dire un manque d'eau. Ce sol s'appauvrit aussi en humus au fil du temps parce que les feuilles sont ramassées, parce que la plupart du temps, il n'y a aucune décomposition de surface. De plus, la plupart des sols sont engazonnés. Donc le gazon puise aussi dans les réserves en fait, qui sont disponibles pour les arbres. Donc ça, c'est forcément tout un ensemble de choses qui est dû forcément à l'urbanisation, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça modifie l'écosystème dans lequel vivent ces arbres. On s'éloigne du coup de l'écosystème forestier de plus en plus, l'environnement s'appauvrit et le sol est de plus en plus drainant. Donc, comme je disais, de la pelouse a été plantée. On sait aujourd'hui qu'il y a une forte lutte allélopathique, c'est-à-dire une très forte concurrence entre les racines des arbres et la pelouse. Même si les racines descendent plus profondément, la plupart des nutriments captés par les racines sont captés en surface, c'est-à-dire sur la même zone qui est utilisée pour les racines du gazon. Donc les conditions de vie difficiles des arbres, c'est-à-dire le sol très drainant, un pH très très élevé, on est de 8,4-8,5 sur le domaine du lys en moyenne, c'est ce qui est vraiment ce qu'il y a de plus alcalin quasiment au niveau des terres cultivables. Les réseaux routiers, l'allélopathie avec le gazon, le manque d'humus, ces différents éléments créent un stress et qui affaiblit les arbres et qui expose ces arbres à différents parasites et maladies, comme notamment le gui, les champignons pathogènes, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire pas mal de choses, même à notre petite échelle. Donc il est possible par des gestes simples d'améliorer la qualité du patrimoine arbustif du domaine. Alors il faut d'abord identifier le type de sol sur lequel vous êtes, parce que même si on a, comme je disais en majorité, un pH de 8,4-8,5 et un sol très drainant, c'est une généralité. C'est-à-dire qu'il y a quand même des poches d'endroits, des petits endroits où on a des remontées d'eau, des sols très humides. On peut aussi avoir du remblai avec des sols qui ne sont pas alcalins. Donc c'est à vous, là, vraiment d'identifier votre type de sol. Une fois qu'on a identifié le type de sol, vous pouvez par exemple planter pour un sol sec des arbres indigènes tels que l'érable sycomore, l'érable champêtre, les charmes, les hêtres sont des plantes qui fonctionnent bien dans le domaine et puis sur la Morlaix. Vous pouvez aussi partir sur d'autres variétés qui sont certes un peu plus exotiques, même si elles restent assez discrètes dans l'environnement, mais qui permettent de diversifier quand même un petit peu plus les variétés plantées comme l'acacia, le robinet pseudo-acacia. Je
Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Robinier, pardon. Le févier d'Amérique sans épines, Irididia tricanthos inermis. Donc c'est peut-être du chinois pour certains, mais voilà. C'est du latin. Non, c'est du latin. Oui, c'est du latin, en effet, bien vu. Pour les zones plus humides, on peut partir sur des arbres qu'on connaît très bien, comme le peuplier tremble. Alors évitez quand même le peuplier d'Italie, parce que le peuplier d'Italie, lui, ce sont les grands peupliers qui sont fastigiés, hein, vraiment très pointus. Parce que lui, en fait, ses racines vont descendre jusqu'à l'eau, mais si l'eau est proche de la surface, il ne va pas beaucoup s'enraciner. Par contre, il a une forte prise au vent, donc il est plus sensible lors des tempêtes. Le peuplier tremble, lui, par contre, est plus équilibré. Vous pouvez partir sur des bouleaux, des saules, qui absorbent énormément d'eau et qui vont permettre du coup de drainer un petit peu plus votre terrain et qui vont améliorer aussi sa structure. Donc, évitez par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y en a beaucoup ici, mais évitez de planter trop de chênes. Parce que les chênes sont en souffrance à cause des modifications du terrain, du climat, voilà, tout l'aspect pédologique qui a changé, comme je vous le disais au début de mon intervention. Et ces chênes sont maintenant des relais pour beaucoup de parasites et de maladies. Donc voilà, partez plutôt sur les espèces que je vous ai préconisées avant. Surtout, une chose peut-être évidente pour certains, mais ne replantez jamais un arbre à l'endroit d'un arbre mort. Ou alors, si vraiment vous êtes obligé de replanter au même endroit, partez sur quelque chose d'une autre famille. Plantez des arbres d'une taille entre 1,50 m et 2,50 m, pas plus grands, parce que des arbres plus grands, en fait, ont beaucoup plus de difficultés à reprendre. Donc c'est un petit peu comme déraciner quelqu'un d'âgé, c'est plus difficile que déraciner un enfant en bas âge, même si c'est jamais agréable. Alors, faites de belles fosses de plantation. Donc vous en avez une par exemple ici. Les fosses de plantation, c'est en fait l'espace dans lequel les racines vont prioritairement se développer. Donc vous avez là par exemple une fosse, vous avez le niveau du sol qui est ici, hein, qui arrive ici, en haut. Et on va ameubler la terre, la décaisser sur 1,20 m de largeur, 1,20 m de longueur, 70 cm de hauteur. Dans cette fosse, on va mettre de la terre de jardin, du terreau, du compost, et ça permet donc aux racines de mieux se développer, à l'arbre de grandir plus facilement. Ah. C'est chaque dans l'affichage. L'affichage de la page. Mode sur l'écran. Merci, excusez-moi. Donc là, c'est l'exemple de la plantation d'un arbre. Alors, il faut savoir que 50% du taux de reprise de l'arbre est conditionné par la plantation de cet arbre. Donc si vous plantez mal l'arbre, vous avez 50% de chances qu'il meure à cause de la plantation. Donc voilà comment il faut bien planter, dans l'idéal bien sûr, un arbre. Vous avez la fosse que je vous ai décrite juste avant, le tuteur qui n'est pas planté dans les racines, qui a été planté avant et qui est en blanc de mal. Il arrive à un tiers de la hauteur de l'arbre. Il est attaché par un lien non blessant. Vous avez maintenant des choses en caoutchouc qui sont assez simples à mettre en place et que vous pouvez desserrer au fur et à mesure de la croissance de l'arbre. Il y a une cuvette d'arrosage, c'est-à-dire que l'eau, du coup, va descendre vers les racines, va ruisseler vers les racines. Et au-dessus, vous avez du paillage organique. Donc ça peut être du bois broyé, ça peut être de l'écorce, ça peut être plein de choses. En tout cas, organique, ce qui est bien, c'est que ça se décompose et ça sert d'engrais, en fait, en plus de retenir l'humidité et la restituer quand l'arbre en a besoin. Donc voilà, globalement, comment planter un arbre dans l'idéal. Alors, il faut savoir que, étant donné qu'il y a énormément de morts d'arbres dans le domaine, l'idéal, ce serait que chaque propriétaire replante un arbre tous les 3-4 ans pour pouvoir retrouver ce patrimoine dans un siècle. Ah putain.
Alors, où en étais-je? Ah oui. Le but, quand on plante un arbre, pour essayer de bien l'adapter, c'est d'essayer de se rapprocher de l'écosystème forestier, qui est en fait son écosystème d'origine. Donc en évitant, tant bien que mal, si on le peut, d'engazonner au niveau des racines de l'arbre, en tout cas au-dessus des racines de l'arbre. Donc pour ça, il faut prendre en compte la taille des racines de l'arbre adulte. En plaçant du bois broyé ou du mush sur cette zone racinaire, en laissant les feuilles s'y décomposer. Donc là, vous avez des exemples d'arbres qui ont été paillés. Donc ça peut être assez rustique comme en haut, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus travaillé, comme sur les exemples du bas. On peut aussi faire des massifs, comme dans certains arboretums, où le paillage regroupe différents arbres. Ça peut être aussi très esthétique, tout dépend de ce que vous choisissez de mettre. Vous pouvez donc faire une grande plate-bande en reliant tous vos arbres. Vous pouvez faire un tas aussi dans un coin de votre jardin avec des déchets de tonte et puis les réétaler avec les feuilles mortes au pied des arbres. Ça crée de l'humus. Vous pouvez faire la même chose avec du bois issu d'élagage. Vous pouvez étaler 1 cm de compost par an, pas plus, parce qu'après on acidifie trop le sol, on change trop la structure au niveau des racines des arbres. Mais par contre, surtout, ne jamais rien placer au niveau du collet des arbres. Le collet, c'est le petit espace entre les racines et le tronc. Donc ça, c'est une zone très sensible, il ne faut rien mettre contre. Enfin, voilà, vous pouvez aussi, si vous vous regroupez, si vous soutenez certains projets, créer une pépinière peut-être municipale ou intermunicipale ou interpropriétaire, pour tester les arbres en conditions directes, les espèces d'arbres que vous plantez. Parce que chaque arbre a ses qualités, chaque arbre va être un réservoir pour une certaine biodiversité qui va permettre de protéger contre certaines maladies. Ils vont s'entraider les uns les autres. Et si vous les regroupez dans un endroit de votre jardin, sans trop les serrer non plus, il faut compter 5 mètres minimum entre chaque arbre. Mais si vous les recoupez, vous pouvez aussi mettre en place tout ce que je viens de vous dire avant beaucoup plus facilement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous cède la parole. Est-ce que vous avez des questions, pardon? Oui, monsieur. À propos des chênes, moi j'ai remarqué qu'effectivement les chênes ont beaucoup souffert. Et dans les années 50, les chênes avaient été envahis par des chenilles. Oui. Et à l'époque, on avait même envoyé des avions avec des produits, on a dit que ça marchait d'ailleurs, ils ont disparu du jour au lendemain. Est-ce que vous ne pensez pas que les chênes actuels ont souffert de cette période et c'est pour ça qu'ils sont en très mauvais état? D'autre part, j'ai remarqué que ces chênes ont des racines qui vont de moins en moins profondément. Et chez moi, il y avait avant une barrière de peuplier qui a été abattue, et depuis que cette barrière de peuplier a été abattue, les chênes tombent très facilement. Et je me demande si cette barrière de peuplier ne favorisait pas des racines plus courtes. Alors, la barrière de peuplier protégeait les chênes du vent. Ça crée un microclimat derrière la barrière, donc il se peut qu'il se soit moins enraciné, parce que les racines, ça sert donc à récupérer les nutriments, mais ça a aussi toute une importance mécanique pour la résistance de l'arbre. Donc si l'arbre n'avait pas besoin de résister au vent, forcément quand on lui rajoute du vent en enlevant la barrière de peuplier, le vent est beaucoup plus difficile à gérer, les racines ne sont pas assez profondes, et à ce moment-là, oui, en effet, ça peut fragiliser, voire les faire tomber. Quant au traitement qu'il y a eu dans les années 50, c'est difficile de vous dire si ça a eu un impact ou pas. C'est sûr que ces traitements à l'époque étaient assez violents, et il se peut que c'est modifié même jusqu'à la structure du sol, mais on n'a pas assez de recul au niveau des études dessus pour savoir quel impact ça a eu, si ça a eu réellement un impact. Mais les chenilles ont dû avoir un impact. Ah, les chenilles, oui, en elles-mêmes, oui. Maintenant, une fois les chenilles disparues... On est envahi par l'éthique. Ah oui, mais ça, l'éthique, c'est pas grave pour les arbres. Mais une fois les chenilles disparues, les arbres ayant survécu, normalement, ne devraient pas être plus gênés que ça par l'invasion précédente.
Oui, monsieur. Que pensez-vous des élagages? Alors, l'élagage. Il y a élagage et il y a massacrage. Massacre. Non, c'était pour me faire une rime. Je soutiens, d'ailleurs, il me fait travailler, l'élagage des avenues du Lys qui est fait actuellement par tranches différentes, parce que c'est un élagage qui sert uniquement à mettre en sécurité la route, à supprimer les branches malades et branches mortes, et ça nous permet aussi, en montant aux arbres, de voir quels sont les arbres affaiblis, des symptômes qu'on ne pourrait pas forcément voir au sol. Donc ça, c'est un élagage le plus discret possible. Par contre, quand je vois des arbres qui sont tronçonnés avec des sections comme ça sur les toutes leurs branches charpentières, ça c'est quand même très affaiblissant pour l'arbre. C'est quelque chose qui s'apparente plus, je suis désolée, peut-être que certains d'entre vous sont concernés, mais ça s'apparente beaucoup plus au massacre qu'à l'élagage. En fait, finalement, ça permet de réduire la couronne de l'arbre, mais il ne faudrait jamais la réduire plus d'un tiers tous les 3 ans, hein, dans l'idéal. Donc parfois, on est pressé pour des raisons autres, donc ça, je peux comprendre, mais... Et puis parfois, on ne sait pas que c'est dangereux pour l'arbre. Mais si on le réduit trop d'un coup, comme ça, après, il devient sensible à tout un tas de maladies, et c'est là qu'il risque de tomber. Il ne va pas tomber tout de suite, il va tomber peut-être dans 10 ans. Mais c'est là qu'il risque d'être malade. Moi, je ne parlais pas des élagages dans les avenues, sinon j'aurais été plus précis. Je parle des élagages dans les propriétés. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'arbres. Ce sont des tilleuls. Bon. Je me suis dit à peu près tous les 10 ans, faire un élagage léger, ça leur fait du bien, et je passe d'ailleurs par un professionnel qui me déconseillerait de faire plus que je le souhaite. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, ces élagages légers de temps en temps? Est-ce que ça fait du bien aux arbres ou pas? Alors, dans ces conditions, ça peut faire du bien aux arbres, dans le sens où on va supprimer tous les foyers de maladies possibles, c'est-à-dire les branches mortes, les branches qui sont cassées. C'est plein d'endroits, plein de plaies où l'arbre peut être contaminé. Donc le fait de le faire de temps en temps comme ça, de façon légère, ça va supprimer, on va supprimer tous ces points sensibles sur l'arbre. Et ça, en effet, ça va pas lui redonner du boost, hein, ça changera rien. Mais par contre, ça va l'empêcher de tomber malade. Donc ça, c'est une bonne chose. Merci. Oui, madame? J'ai remarqué qu'il y avait, d'ailleurs chez nous aussi, il y a énormément de résineux dans nos arrivés il y a 15 ans, des sapins immenses qui font presque 30 mètres. Est-ce que c'est un problème justement de mélanger les résineux avec les chênes, les hêtres? En soi, non, c'est pas un problème, ça cohabite plutôt bien, sachant que ça va dépendre des lieux, mais ici, ils cohabiteront bien, parce que le pH, comme je disais, c'est-à-dire l'acidité du sol, en l'occurrence l'alcalinité du sol ici, est très élevée. On a 8,4, 8,5. Les résineux ont tendance à abaisser un petit peu ce seuil. Et on va du coup arriver dans des valeurs un peu plus proches de la normale. Donc, ce qui ne posera pas du tout de problème pour les arbres endémiques. Donc c'est bien. Donc, en général, ce sont des sapins de Noël qui ont été plantés en masse. D'accord, merci. Oui, monsieur? J'avais conseillé de planter des bouleaux. Or, Oui. j'avais entendu dire que les bouleaux pouvaient tomber facilement, enfin étaient moins solides en moi. Alors, les bouleaux ne tombent pas plus facilement que les autres, simplement les bouleaux ont une durée de vie beaucoup plus limitée. Les bouleaux, plus il fait chaud, moins ils vivent longtemps. Donc si vous les plantez en Suède, ils vont vivre 150 ans. Si vous les plantez en France, en l'occurrence au nord de la Loire, donc comme ici, ils ne vont pas vivre plus de 25 ans. Ou alors s'ils vivront plus, ce seront des bouleaux excessivement âgés et rares. Donc forcément, il y a un moment, ils vont tomber, mais ils vont tomber de vieillesse. Et on a tendance à dire que les bouleaux tombent plus facilement parce qu'en fait, on ne prend pas en compte le fait qu'ils vieillissent plus rapidement, simplement. Oui? On s'en rend compte, on commence à voir pas mal de champignons Oui. autour des bouleaux. Ça veut dire qu'ils commencent à faiblir, qu'ils n'arrivent plus à faire face aux intrus.
Oui, en général, si vous voyez des champignons sur le collet, visé donc la limite entre les racines et le tronc d'un arbre, alors bon, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, mais c'est souvent mauvais signe. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, un grand merci. Je reviendrai tout à l'heure sur certains points, et notamment cette proposition très importante pour la ville de la Morlaix. Pour le lys, il faut faire grandir les arbres dans le lys. Donc il y a probablement des solutions que j'appellerai participatives ou citoyennes, et j'essaierai de vous mettre sur quelques pistes.